Bonsoir tout le monde, messieurs les présidents, monsieur le doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Marrakech, aimable assistance, chers consoeurs et confrères, chers participants, j'ai l'honneur aujourd'hui de participer avec vous à l'occasion du 43e congrès national de pédiatrie, jumelé aux journées scientifiques. Mais avant de commencer ma présentation, je voudrais vous transmettre les salutations et les excuses de Dr Zidouh Mohamed, parlementaire qui devrait parler de ce sujet avec vous. En tout cas, donc, j'interviens en tant qu'expert, en tant que personne ressource du système de santé marocain. J'étais donc secrétaire général par intérim pendant 2 ans, pendant la période Covid, et j'ai exercé pendant 6 ans au sein de l'inspection générale du ministère de la Santé en tant que chef de division. Et j'étais directeur des hôpitaux de soins ambulatoires au sein du ministère pendant 5 ans. Donc, en plus, j'ai géré l'hôpital Cheikh Khalifa en 2014. J'étais directeur médical. Donc, j'ai touché le secteur libéral. En tout cas, c'est un cumul donc d'expertise de terrain. Aujourd'hui, je suis honoré de parler avec vous et de partager avec vous l'information par rapport à la refonte du système national de santé. Donc, je vais parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit la refonte nationale du système national de santé, le profil épidémiologique. Donc, je vais parler donc sur les acquis du système, les difficultés, les défis, et puis donc je vais rentrer sur je vais zoomer sur la refonte du système de santé. Donc, un rappel du contexte. Et ça, vous connaissez donc l'article 31 de la Constitution de 2011, donc qui invite donc l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales pour œuvrer à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions de leur vie, permettant donc des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste organisée par l'État. Ça, c'est l'article 31. C'était très ambitieux et c'est l'affaire de tous en fait. C'est pas uniquement le département de la santé. Toujours dans le cadre du contexte, les orientations royales, et je fais allusion à l'extrait du discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à l'occasion de la fête du trône. C'était avant Covid, c'était 30 juillet 2018, donc avant Covid. Et je cite, redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et parallèlement refondre en profondeur le système national de santé qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion. Et ça, c'est suite à un diagnostic qui a été présenté à Sa Majesté le Roi en 2017 déjà, donc nous sommes déjà à 9 ans. Donc la réflexion, elle a débuté bien avant la Covid. Toujours dans le contexte, et là c'est l'extrait du discours de Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône de 2020. Là on était en plein Covid, si vous vous rappelez, et je cite, le moment est venu de lancer au cours des 5 prochaines années le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Et ça, c'est la Covid qui a activé ce grand chantier royal, structurant, très ambitieux, et nous avons la chance donc de réaliser ce grand chantier royal. Toujours donc la citation de Sa Majesté donc à l'occasion de la fête du trône 2022. Et toujours c'était donc la Covid. Dans le même contexte, nous avons entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé. Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Voilà, c'est des mots qui pèsent lourd. Et puis, c'est un contexte qui était dans la pandémie de la Covid, c'était un contexte international en fait. Donc, il fallait revoir en profondeur le système de santé par rapport à sa mise à niveau, par rapport à sa gouvernance. On va en parler tout à l'heure. Nous avons escompté un certain nombre d'objectifs par rapport à cette refonte.
Donc, c'était un diagnostic sur lequel on s'est basé en 2017. Et puis, avec un bureau d'études, on a proposé une architecture du programme autour de 4 piliers. Nous avons présenté des expertises sur l'évolution de la couverture sanitaire universelle, parce que c'était un engagement à l'international. Et puis, nous avons proposé donc un modèle de gouvernance du système de santé, on va en parler, et tout ça vers une stratégie de déploiement et un agenda conséquent. Effectivement, il y a un échéancier aujourd'hui qui est arrêté. Ça, c'est le profil épidémiologique que vous connaissez. Nous avons fait beaucoup d'exploits en termes donc d'espérance de vie, l'indice synthétique de fécondité, la mortalité maternelle et néonatale, et donc j'en passe. L'Organisation générale du ministère de la Santé, pourquoi je la présente? Parce qu'aujourd'hui, donc, et ça date depuis 1994, donc il y a le ministre avec le secrétaire général, nous avons 8 directions, nous avons donc 6 CHU, les délégations régionales, les directions régionales et le reste des partenaires, l'ANAM, l'IPM, etc. Mais cette organisation va changer dans le cadre de cette refonte. Aujourd'hui, on attend donc la nouvelle organisation du ministère, le nouveau organigramme. L'offre de soins publics, l'organisation de l'offre de soins, c'est une organisation pyramidale, comme vous voyez. Elle est fondée sur un réseau de soins de santé primaires qui compte presque plus de 3000 centres de santé, un réseau donc hospitalier avec des niveaux, un niveau provincial, régional et un niveau tertiaire au sommet. Et puis nous avons à côté de l'offre de soins publics donc le secteur libéral, donc à titre lucratif et à but lucratif et à but non lucratif, et l'informel, comme vous connaissez, à côté des hôpitaux donc militaires. Quels sont les principaux acquis du système de santé? Je l'ai dit donc il y a quelques minutes. Donc une maîtrise de niveau de fécondité. Nous sommes passés de 7 enfants dans les années 60, 1964, à 2,38 en 2018. Nous avons gagné 29 ans d'espérance de vie. C'est extraordinaire. Et puis, la mortalité maternelle, elle est passée de 332 décès pour 100 000 naissances vivantes à 72, dont l'objectif d'atteindre 36 décès, et ça, c'est l'engagement avec les objectifs de développement durable en 2030. La mortalité infanto-juvénile, 84 décès, nous sommes passés à 22, dont l'objectif d'atteindre 12 décès. Et puis, nous avons développé donc l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on se félicite, le Royaume du Maroc, on couvre donc à travers donc l'industrie pharmaceutique 70% des besoins nationaux en médicaments. Toujours donc par rapport aux acquis, aujourd'hui, nous avons une offre très intéressante en matière de réseau hospitalier, 6 centres hospitaliers universitaires qui fonctionnent aujourd'hui, 5 donc CHU en cours de construction, et puis nous sommes en train de reconstruire l'hôpital donc Ibn Sina. Ça va être une tour de 34 étages, donc une belle structure. Nous avons donc 170 hôpitaux publics, les segments, avec une capacité litière de 27 500 lits. Concernant le réseau des établissements de soins de santé primaire, nous disposons de plus de 3000 formations sanitaires de base. On va voir tout à l'heure que ça va être donc le fondement des GST. Les cliniques privées, on compte 439 cliniques au niveau, c'est peu, avec donc 16 000 lits, et nous avons presque 13 000 cabinets de consultation médicale. Par rapport aux difficultés du système de santé, donc comme vous savez, donc le système depuis sa naissance donc a vécu plusieurs stratégies, plusieurs visions, mais il y a un problème de non-achèvement des politiques publiques en santé. Pourquoi? Parce que la mission principale en fait du département de la santé était toujours le soin, pas la santé. Sur le plan conceptuel, nous n'avons pas compris sur le plan conceptuel la différence entre la mission de soins et la mission de santé, qui est donc l'affaire de tout le monde. Donc, une prise en compte limitée de l'intersectorialité dans les politiques de santé,
une discontinuité et un système de couverture médicale basé sur l'assistanat. C'est le RAMED qui a démarré en 2010 et aujourd'hui qui a été transformé en AMO Tadamon dans le cadre de ce nouveau projet. Donc, une faiblesse de la gouvernance du système, un système cloisonné, les CHU, niveau tertiaire, sont enfermés, les segments, là encore, qui sont sous la tutelle du ministère, avec une gestion centralisée, et les établissements de santé primaire, qui est un réseau qui gère les programmes, oui, mais qui vit ces problèmes tout seul. Une coordination insuffisante entre les structures de soins, une faible complémentarité, ça c'est un grand problème. Et malheureusement, heureusement, on s'est rattrapé dans cette refonte. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire un vrai partenariat entre les deux secteurs publics et privés. Une forte augmentation de la charge épidémiologique chronique, ça vous le savez très bien. Au moins un citoyen, donc il cumule 1 à 2 morbidités, et puis les maladies non transmissibles reviennent, donc ils prennent la première place comme cause de mortalité. Toujours dans les difficultés, la problématique de la ressource humaine. C'est un grand gap à gagner. Aujourd'hui, le système public, il fonctionne avec 12 000 médecins, contre 13 000 au niveau du secteur libéral, donc 25 000 au total. 31 600 infirmiers, 4 300 sages-femmes, c'est peu. Le gap par rapport à ces ressources humaines, c'est énorme. C'est quelque chose comme 35 000 médecins et 65 000 infirmiers, avec des capacités de formation limitées aujourd'hui, que ce soit au niveau des facultés de médecine ou bien des ISPITS. En tout cas, il faut qu'on réfléchisse à des solutions autres que la production de ces ressources. Et un autre problème, c'est l'immigration de ces ressources à l'étranger. Les disparités régionales importantes, et puis un modèle de financement déséquilibré, un reste à charge qui est énorme pour les ménages, qui est de 45%, et l'OMS recommande 25%. Vous voyez donc la lourdeur de ce reste à charge. Et puis l'opinion publique, ça on le sait toujours. Quand on est assis dans un café, quand on est dans une cérémonie, le médecin, l'infirmier, il est pointu du doigt. C'est un tableau noir malheureusement, sachant qu'on doit se féliciter, et on s'est félicité lors de la gestion de la Covid, avec moins de dégâts, avec un système fragile. On a fait des exploits lors de la Covid, grâce à ces personnels, que ce soit administratifs, infirmiers et médical. Quels sont les défis du système de santé? Donc ça, vous le savez très bien en tant que praticien, c'est l'émergence de nouvelles maladies, l'émergence de nouveaux métiers. On parle aujourd'hui de la digitalisation de e-santé, de télémédecine. Nous avons compris que certaines spécialités vont disparaître ou ils vont on va pas faire appel à certaines spécialités. Les nouveaux risques environnementaux avec le changement climatique, l'évolution technologique, c'est incroyable aujourd'hui, c'est la robotique. Donc il est en train elle est née de s'introduire dans le système. La transition démographique et épidémiologique, et puis la demande accrue de soins. La refonte. La refonte, avec l'édition de la loi cadre 622, relative au système national de santé, elle a été donc fondée sur 4 grands piliers, 4 grands chantiers: une nouvelle gouvernance du système de santé, la ressource humaine, un axe ou un pilier qui touche la ressource humaine, la mise à niveau de l'offre de soins existante, et puis la mise en place d'un système d'information national. Quels sont les principes directeurs de cette refonte du système? Donc, le premier principe, c'est l'égalité d'accès aux soins. Et ça, c'est l'article 31 de la Constitution. La continuité des services de santé, le deuxième principe.
Troisièmement, la répartition équitable des ressources, des infrastructures et des services de santé. La bonne gouvernance. L'adoption de l'approche genre dans les stratégies et les programmes de santé. C'est important. La mutualisation et la mise en commun des ressources. Et ça, c'est l'esprit et l'idée donc des GST. La gestion axée sur les résultats et la reddition des comptes. Et ça, c'est toujours la Constitution. Et puis, la mobilisation collective parce que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Le premier pilier donc de la refonte, c'est la nouvelle gouvernance du système de santé, qui a fait naître donc la Haute Autorité de santé. Et ça, c'est la loi qui est aujourd'hui en vigueur, la loi numéro 722. Les principales attributions de la HAS, donc elle assure la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de santé. L'offre des conseils stratégiques sur les politiques publiques de santé. Donc la HAS peut être sollicitée demain par le gouvernement, par le département de la santé, par d'autres institutions sur la politique publique de santé. La gestion des crises sanitaires, l'encadrement et la régulation technique de l'amont. Aujourd'hui, nous avons l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie, qui régule l'assurance maladie. Eh bien, cette mission, elle est attribuée à la HAS. L'évaluation de la qualité des prestations fournies par les établissements de santé publics et privés. C'est pour la première fois qu'on introduit donc le secteur libéral dans cette mission d'évaluation. Et en dernier lieu, donc, l'accréditation des établissements de santé publics et privés. Et ça, c'est très, très important. C'est une institution scientifique qui va réguler, va réglementer le système de santé. Toujours dans la gouvernance, donc nous avons créé l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Ça, c'est la loi numéro 1022. Deux principales missions, l'organisation, la régulation et le développement du secteur pharmaceutique, et puis la promotion des investissements dans le domaine et l'encouragement de l'industrie nationale. Donc, vraiment, c'est une transformation. Aujourd'hui, nous avons une direction du médicament et de la pharmacie, et c'était un souhait depuis 30 années qu'on parle de la création d'une agence. La création de l'Agence marocaine de sang et de ses dérivés, c'est la loi donc 1122. Aujourd'hui, c'est un petit service rattaché à la direction des hôpitaux de soins ambulatoires. Demain, donc c'est une agence autonome, c'est un établissement public qui a trois principales missions: répondre aux besoins nationaux et fournir tous les dérivés du sang, le développement du stock de sang et la garantie de la disponibilité, la sécurité et la qualité de tous les produits dérivés de sang. Donc c'est très 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 important. La troisième chose qui est inscrite dans la gouvernance, c'est les groupements sanitaires territoriaux. Et là, je vais zoomer sur les GST pour plus de détails. Donc, les GST, donc avec l'édition de la loi 822, il tourne autour de 4 points. Le programme médical régional. Ce programme, il a été très bien travaillé donc entre le ministère de la Santé via la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires et toutes les régions. Aujourd'hui, nous avons 12 livrables. Nous avons 12 programmes médico-régionaux en bonne et due forme qui ont été travaillés avec les hommes de terrain. Et nous avions invité tous les praticiens de tous les niveaux. Le parcours coordonné de soins, et le parcours coordonné de soins, il fait appel au secteur libéral parce qu'il est constitué par les deux secteurs, public et privé, on va en parler. La carte sanitaire régionale, c'est important. Pour la première fois, au niveau des GST, donc c'est les GST qui vont gérer donc leurs investissements au niveau régional en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs besoins. C'est très important. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale, et ça va être géré au niveau régional. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui au niveau régional de bien saisir la chance et passer du parcours de soins au parcours de santé. Et ça, c'est le concept qui va changer. C'est pas la délivrance uniquement de soins au niveau des hôpitaux, mais plutôt la prise en charge de la santé globale, c'est le One Health, à partir de la première ligne, le centre de santé, jusqu'au niveau tertiaire. Le diagnostic sur lequel on a bâti les GST,
Donc, une offre de soins structurée mais cloisonnée, ça, je l'ai dit, mal répartie. Un découpage administratif inadapté au secteur de la santé. Les établissements hospitaliers très peu autonomes à gestion centralisée. Même les CHU aujourd'hui, ce sont des établissements publics, mais ils perçoivent des subventions de l'État. Donc, de quelle autonomie on parle? Donc, ils sont incapables aujourd'hui de s'autofinancer. Donc, les GST, on souhaite demain avoir des établissements vraiment autonomes avec un conseil d'administration. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix parce que le financement de cette refonte aujourd'hui se base sur l'assurance maladie. L'État est en train de lever sa main par rapport aux subventions. Donc, la démographie médicale et infirmière insuffisante et mal répartie, la gradation des soins non efficiente, le secteur privé non intégré, je l'ai dit, donc il y a un cloisonnement. Les DRS, les directions régionales de santé, qui devraient piloter en fait l'offre de soins et les programmes de santé publique, ils ont un rôle très limité. Pourquoi? Parce que la gestion elle est centralisée, elle est au niveau de Rabat. Et puis le programme médical aujourd'hui qu'on a jugé un instrument de la planification instauré en attendant donc la mise en place des GST. L'objectif des GST, c'est de définir une organisation rationnelle permettant d'utiliser au mieux les ressources disponibles. On ne va pas créer de ressources. C'est la mise en commun donc, et le regroupement de ces ressources qui va nous permettre de répondre aux attentes de la population en matière de soins. Et puis, nous avons jugé utile. Il y a un réseau hospitalier très développé, un réseau ambulatoire très développé, 3000 centres de santé. Nous avons jugé utile que le passage doit être obligatoire par les établissements de santé primaire et par les cabinets privés. Donc, ça, c'est une obligation à l'entrée du système du GST. Un secteur hospitalier ouvert sur son environnement, servant d'appui au secteur ambulatoire. Le secteur donc hospitalier, que ce soit les CHU ou les SEGMA, demain dans le GST, c'est un seul statut, un même statut. On a uniformisé donc le statut du GST, c'est un établissement public autonome. Il y aura plus de séparation donc CHU tertiaire, niveau province. Ça, on n'aura pas plus à parler de ces niveaux de prise en charge. Une définition claire de la mission de chaque secteur et de leur articulation, des secteurs solidaires, chacun en interne et entre eux, et puis faire le mieux possible avec un financement collectif et prédéterminé. Donc, le GST de demain, donc c'est un GST qui doit préparer son programme. Il doit donc se projeter dans le futur via donc sa planification stratégique. Et puis, il doit facturer pour qu'il soit remboursé, pour qu'il survive. Sinon, on ne veut pas vivre les problèmes d'autres pays sans les citer. Les missions de service public sanitaire, ça, on va préserver la mission mère du système, qui est le service public de la santé publique. Et puis, on peut répondre à l'équité, et la problématique de l'iniquité en fait territoriale. Le pourquoi de la chose. Le pourquoi, parce que là, c'est toujours dans la problématique du système. Sur le plan gouvernance, il y a un problème de restriction budgétaire, une autonomie limitée des finances, une insuffisance des critères d'allocation des ressources par rapport aux hôpitaux, donc une difficulté de coordination entre les différents hôpitaux, une dilution des responsabilités, donc à différents niveaux. Sur le plan qualité, ça laisse à désirer. Sur le plan organisationnel, donc comme j'ai dit, la centralisation de la gestion des ressources, c'est le ministère qui gère aujourd'hui la ressource humaine. Une faiblesse de l'infrastructure organisationnelle supportant la gestion des ressources financières, et puis la sous-utilisation des ressources disponibles. Et en matière de système d'information, ça c'est un grand problème. Une communication, une transparence très limitée par rapport à cette thématique. Et nous avons des systèmes d'information hétérogènes. La création donc du GST est venue avec une vision stratégique, un système de santé autonome, fort et bien régulé, intégré dans son environnement et restructuré en profondeur, porté par un leadership novateur, et puis au service l'intérêt et notre existence, c'est le citoyen.
c'est notre raison d'existence, favorable au bien-être des professionnels. On aimerait bien que demain le professionnel se retrouve dans ce GST. Les grandes lignes donc de la loi des groupements sanitaires de territoire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un établissement public dénommé groupement, doté de la personnalité morale et financière. Donc il sera chargé d'exécuter les politiques de l'État en matière de santé. Il a une mission qui concerne l'offre de soins. Donc c'est la mise en place de la carte sanitaire régionale, c'est une première, c'est extraordinaire. L'élaboration et l'exécution des programmes médicaux régionaux avec les filières de soins. La création de nouvelles structures de santé, ça c'est l'investissement, l'organisation des filières, la création des systèmes d'information régionales. Dans le cadre de la santé publique, donc l'amélioration de la santé, la prévention, la sécurité sanitaire, la vigilance et la veille sanitaire, l'organisation et la régulation des urgences hospitalières et pré-hospitalières. Le domaine de soins, donc tout ce qui est lié à la prestation de services de soins, de réhabilitation, traitement de soins dentaires, etc. Et le domaine de la formation, ça c'est important, parce qu'il faut adapter la formation aux besoins propres de la région. Le domaine de la recherche et d'expertise et l'innovation, c'est une mission qui a été réservée dans le temps au CHU. Aujourd'hui, c'est le GST avec ses différentes entités et tout le monde va en profiter. Et enfin, le domaine administratif, tout ce qui est lié aux autorisations d'exercice des professions et activités du secteur libéral, à aujourd'hui, c'est centralisé au sein du ministère, mais demain, c'est la région, c'est le GST qui va s'en occuper. La création, les exploitations des cliniques, c'est très important au niveau régional. La coordination des activités des structures de santé composant le groupement, la disponibilité des médicaments et des produits de santé, l'évaluation de la performance et la coordination dans le cadre des conventions et de partenariats. La création des groupements est une composante structurelle importante de la refonte, comme j'ai dit. Donc, c'est une réponse à la problématique d'autonomisation des hôpitaux publics. Et le GST aujourd'hui, donc, c'est l'entité de gouvernance décentralisée de l'offre de soins au sein des territoires de santé au niveau territorial. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'organigramme du ministère. Les missions doivent être revues. Nous avons tous compris que les missions aujourd'hui attribuées au GST, c'est un petit ministère au niveau régional. Ça, vous l'avez compris. Donc, au niveau central, il faut qu'on revoie un petit peu les missions. Et puis, les principes généraux de ces GST, ils regroupent la gouvernance décentralisée, décloisonnée, participative, et puis c'est une gouvernance qui est inclusive, donc sur le plan socio-économique, en fonction des spécificités de chaque région. Les outils de fonctionnement du GST, c'est le programme médical régional. Ça, c'est l'outil de planification, donc c'est la base avec les filières. Et puis, donc 4 principales fonctions dévolues au GST, c'est la fonction managérielle des ressources humaines. Donc, le GST, demain, c'est lui qui va recruter, c'est lui qui va contracter, c'est lui qui va former sa ressource humaine en fonction de ses besoins. La fonction achat regroupé, c'est important. Ce n'est plus le ministère qui va acheter les médicaments, les équipements. Donc, c'est l'affaire du GST. La fonction de management des produits de santé. Et puis, la fonction du système d'information médicale orienté avec un pilotage médico-économique, mais au niveau régional. Et enfin, donc, un programme d'investissement hospitalier. Et ça va être au niveau régional. C'est une nouveauté. Donc, sur la base de ce qu'on appelle le schéma régional de l'offre de soins. C'est une planification stratégique pour 5 ans, pour 10 ans. Et les partenariats avec les différents acteurs du système qui doivent contribuer pour une bonne santé de la population au niveau territorial. Les objectifs, donc, c'est la satisfaction du citoyen, le renforcement de la gouvernance hospitalière, l'amélioration de la gestion hospitalière et puis le positionnement de l'hôpital public. Et c'est important. Toute cette refonte avec ces piliers, il demande quand même un changement de paradigme, un changement de logiciel en fait, parce que nous allons couper avec 5 décennies d'un fonctionnement qui a fait beaucoup de résultats. On ne critique pas, mais aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de revoir
Et ça, c'est justifié via ces indicateurs, via ce diagnostic, à une nouvelle gouvernance, à une nouvelle organisation. Mais le grand travail doit se faire sur l'homme et la femme, sur le plan mentalité, comment on revoit la chose, la conviction de tous ces changements. C'est un grand travail par rapport à la mise en œuvre, c'est un grand travail à faire sur le changement de paradigme. Donc, le pilotage régional et la régulation et l'animation territoriale, c'est l'affaire donc de tous les acteurs au sein du GST. Voilà, donc c'est une gouvernance collaborative, participative, et puis il faut en parler, quelle est la stratégie médicale du GST? Donc, c'est une vision partagée avec un système de valeurs et des orientations stratégiques qui a pour objet donc de favoriser la complémentarité des soins sur le territoire en développant et en renforçant les filières médicales graduées dans différentes spécialités par le biais de coopération partagée permettant de fluidifier le parcours de soins des patients. Donc c'est un objectif qu'on souhaite. Il est réalisable, il est réalisable, mais il faut qu'on s'accroche et qu'on croit donc à ces objectifs. Et le deuxième donc pilier de la refonte, c'est la ressource humaine, la valorisation de la ressource humaine. Aujourd'hui, nous avons donc un nouveau statut sanitaire, c'est le statut de la fonction publique sanitaire, qui a pour attribution l'amélioration des conditions de travail dans le secteur public de santé pour attirer davantage les professionnels, l'instauration des compensations pour les heures supplémentaires, les gardes, le télétravail et la performance. Ça, c'est beaucoup de nouveautés. Aujourd'hui, dans le système, nous avons la garde et l'astreinte avec les rémunérations que vous connaissez, c'est misérable. Mais demain, ça, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment, on peut améliorer le salaire des médecins, des infirmiers, des différents personnels qui vont travailler parce que cette fonction sanitaire, il concerne uniquement le personnel qui va travailler dans les GST. Il ne concerne pas le personnel au niveau administratif central. L'introduction d'avantages complémentaires, le salaire variable. Aujourd'hui, donc, c'est prévu un salaire fixe et un salaire variable. Donc, c'est toujours en discussion avec les syndicats, avec le ministère des Finances, et le département du budget. Donc, il y a toujours la discussion dans les détails. Donc, salaire variable basé sur la performance en plus d'un salaire fixe. La restructuration et l'amélioration du programme de formation médicale. Et aujourd'hui, c'est une chose qui est très importante parce que comme la technologie évolue, la science évolue, nous sommes dans l'obligation d'assurer un recyclage scientifique pour le personnel, pour notre personnel. L'augmentation des opportunités de stages cliniques dans les établissements de santé, de qualité et diversification des domaines de spécialisation disponibles. C'est un grand problème. Les sites de stage, ça vous le savez, les sites, ils existent. Le problème, c'est dans l'encadrement, avoir des profs assistants, des profs agrégés. Et ça, c'est un problème que nous sommes en train de voir avec le département de l'enseignement supérieur pour multiplier ces postes. L'ouverture sur les compétences étrangères, ça, c'est la révision de la loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine. Vous le savez, nous avons levé les freins pour attirer et pour un petit peu encourager donc les ressources médicales, surtout médicales marocaines, c'est des compétences marocaines pour revenir au Maroc, et puis les autres compétences étrangères. Et le troisième pilier concerne la mise à niveau de l'offre de soins, et ça concerne la mise à niveau des établissements de santé primaire, sur le plan infrastructure, sur le plan équipement et la dotation des ressources humaines qualifiées. La mise à niveau des hôpitaux, là encore sur le plan infrastructure et équipement, biomédicaux, amélioration des conditions d'accueil, c'est tout un chantier qui est ouvert aujourd'hui donc au niveau du système. L'instauration de l'obligation de respect de la filière de soins. C'est l'amélioration des délais de prise en charge des patients et la rationalisation des dépenses de santé et la mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé. Aujourd'hui, l'accréditation, c'est une mission qui est attribuée à la haute autorité de santé. On attend juste donc la constitution de cette haute autorité
De toute façon, le travail, il est fait par le département de la santé. Nous avons des référentiels, nous avons fait l'exercice d'accréditation au sein des hôpitaux et des centres de santé. Nous attendons juste la HAS pour avancer sur le travail. Et le dernier chantier donc de la refonte, c'est la mise en place d'un système d'information national et intégré. Et là, nous avons parlé depuis 3 ou 4 décennies d'un dossier patient partagé. Aujourd'hui, donc, ce dossier va naître dans le cadre de cette refonte. Un système d'information hospitalier avec les différents donc modules que vous connaissez, le module d'administration, le module médecin, infirmier, facturation, gestion, etc. Mais ça, c'est le nerf de la guerre, c'est les systèmes d'information. Nous sommes dans l'obligation d'avoir un système d'information intégré, interopérable avec la CNSS, avec la future HAS. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le financement sera assuré par l'assurance maladie. Et puis donc l'hôpital, le GST demain, s'il ne facture pas, donc il ne peut pas assurer sa survie. Pour conclure, il y a des mesures d'accompagnement donc sur lesquelles on doit travailler et on doit être convaincu de la réussite de ce chantier qui est très ambitieux. C'est la mobilisation et l'engagement de tous, en fait, des différentes parties prenantes, le secteur libéral, le politique, la communauté, tout le monde. Le financement pérenne des GST, pour parler du financement, déjà donc la généralisation de la CMB, et elle coûte aujourd'hui, dans le cadre de la refonte, 24 milliards de dirhams à injecter chaque année. C'est énorme, hein? Le budget général de la protection sociale, c'est 51. Donc, presque 45%, il revient à la généralisation de la couverture médicale. Donc, c'est de l'argent, hein, c'est un argent fou. Donc, pour assurer la pérennisation de ce système, ça demande donc du management, ça demande de la bonne gouvernance, ça demande du travail. Voilà. La conduite de changement, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est obligatoire aujourd'hui en tant qu'acteur du système, professionnel, gestionnaire, manager, politique, tout ce qu'on veut. Nous sommes dans l'obligation de revoir notre logiciel pour s'adapter à ces choses nouvelles. La mobilisation collective et l'adhésion des professionnels de santé, ça va de soi parce que demain, le salaire, ça, il va être assuré par le GST. Ce n'est plus le ministère des Finances. Je parle des publics. Et pour le privé, le privé là encore, je peux le dire, le privé, il a toujours travaillé dans une proportion par les ressources du secteur public. Ça, on le connaît, hein, tous. Mais ce qui est souhaité dans le cadre de ce partenariat public-privé, dans le cadre de la refonte, c'est de créer des ventes communicantes entre les deux secteurs, dans les deux sens, et puis instaurer le principe de gagnant-gagnant dans l'affaire. Et gagnant-gagnant au profit de la population marocaine. Parce qu'aujourd'hui, si on est sain, on est encore jeune, demain, on peut devenir malade. Voilà, donc on en sait quelque chose, hein. On est tous invités, c'est-à-dire à introduire les nouveaux concepts. Et puis voilà, donc en attendant l'édition des textes d'application des différentes lois, on a tous compris, et vous serez d'accord avec moi, par rapport à la mise en œuvre de ce grand chantier, ça va demander un peu de temps. Nous avons commencé, ça va demander un peu de temps. Oui. En tout cas, on se félicite, c'est Hassan. Pourquoi? Je garde en mémoire la pandémie. On est sorti avec vraiment de petits dégâts et on a géré le système, c'est-à-dire la pandémie avec un système fragile.
vraiment fragile. Mais je tiens à féliciter tout le personnel du département de la santé au niveau déconcentré, parce que tout le monde s'est mobilisé 24/24, et on se félicite. Vraiment, on se félicite. Et sur ce, je vous remercie.